Dans Daredevil Born Again, l'acteur qui incarnait le White Tiger, Kamal de los Reyes, est mort, tout comme la Panthère Noire Chadwick Boseman quelques années avant lui. Bon, si j'étais Marvel, je ferais quand même faire un petit check-up à la future actrice qui incarnera Chat Noir dans le Spider-Man 4, parce que si elle est frappée par la même malédiction féline que tous les autres, elle risque de pas en voir beaucoup des Brand New Day. Le MCU, ils ont quand même les seuls félins qui ont la durée de vie de hamster. Attention, on sort les agendas, vous le savez, j'anime des battles de dessin entre artistes, c'est un moment à venir vivre en direct, et ça tombe bien, j'en animerai une la prochaine, c'est le samedi 3 mai à 15h entre Kibar et Rafa Sandoval, c'est au Multiversity Festival, co-organisé par le blog Batman Legend et l'association le French Geek Movement, à Aix-en-Provence, c'est bien quand ça bouge dans le sud, et puis alors attention, pour ceux qui préfèrent boire, on va en faire une entre Bruno Bessadi et Richard Di Martino, la soirée du vendredi 16 mai à la Roque d'Enterron, dans une brasserie au Buy-Up, et puis on remettra ça à Marseille, au Zoumaï, toujours une brasserie le 10 juin dans le cadre du BIM Festival. C'est un plaisir de faire des battles de dessin dans un bar, c'est une toute autre ambiance, donc j'espère qu'on vous y verra nombreux. Si vous voulez qu'on vienne d'ailleurs livrer la guerre de l'art chez vous, festival, bar, mariage, tout ce que vous voulez, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 468e JT Comics et quelque chose me dit que Pedro Pascal sera probablement le grand vilain du prochain 4 Fantastiques et surtout du prochain Avengers Doomsday War, puisqu'à peine arrivé sur le tournage, il fête son anniversaire en décorant avec quoi ? La version John Krasinski de Red Richards, celle qu'on surnomme Ficello. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Petit rouge. Clap de fin pour la série Daredevil Born Again, la saison 1, un réaccouchement qui finalement ne s'est peut-être pas passé aussi bien que prévu, mais un final qui donne quand même très envie de féliciter les parents et surtout de voir le bébé grandir, notamment dans la saison 2. Je dis ça tout en sachant qu'il y a eu quand même pas mal de réécriture, de restructuration narrative, et qu'on a eu droit à une sorte finalement de créature de Frankenstein qui peut expliquer les quelques faiblesses de la série, tout en imaginant que là, eh bien, ils ont trouvé leur cap et qu'on va avoir droit à quelque chose de mieux pour la saison 2, qui est en cours de tournage et dont on commence à nous promettre monts et merveilles. On verra, on retrouve quand même les vieux travers du MCU, malheureusement, qui a du mal à établir une connexion cohérente entre ses films et ses séries, exactement comme il était prévu qu'il le fasse avec Agents of S.H.I.E.L.D. et c'était un petit peu tombé à l'eau, les autres séries également. Là, on ne parle pas des aventures de Matt Murdock avec She-Hulk, soit, mais on ne parle pas non plus du jeune client arachnide, Peter Parker de Matt Murdock, qui lui devrait être très intéressé par les agissements de Wilson Fisk. Bon, sinon, sur la longueur, c'est quand même très satisfaisant, cette histoire d'hommes politiques voyous qui sèment le chaos pour mieux pouvoir diriger et de citoyens qui sont forcés de sortir de leur retraite pour retourner bosser. C'est une belle métaphore politique et sociale de ce qui se passe actuellement. C'est un plaisir, blague à part, de voir des épisodes autonomes comme l'épisode 5, le braquage de banque avec son caméo, le père de Miss Marvel, qui est tout en douceur. Ça passe très bien, comme tous les caméos d'ailleurs de cette série. Quel plaisir de voir l'écriture nuancé et le soin apporté au personnage de Bullseye. Il y a quand même des sacrifiés, le White Tiger, même si lui, c'est peut-être un petit peu son rôle. Le personnage aussi de North Cole, donc le flic qui dans les comics est anti-justicier, qui est devenu l'allié finalement de Daredevil dans les comics. Ici, c'est directement un des pourris de Wilson Fisk, sans nuance. Je pense aussi malheureusement au personnage de Muse, l'un des grands ennemis modernes de Daredevil. Mais là, j'imagine que ses yeux saignent quand il pense à toutes les années qu'il lui a fallu pour apprendre et le taekwondo et l'art, tout ça pour apparaître 13 secondes et demie à l'écran, dont 7 de thérapie et finalement finir par disparaître aussi vite que mon beau-frère quand il repère une bonne promotion pour un vol Marseille-Pattaya. Bon, et puis ça y est, j'ai fini de me faire du souci puisqu'il va falloir se faire une raison. Disney a choisi sa version du Punisher et malheureusement, même des années après son trauma originel, il reste un mec qui fonce la tête baissée dans le danger, qui encaisse. Dans le Seigneur des Anneaux, il aurait plus été celui qui punit la muraille du gouffre de Helm que Aragorn, Legolas ou même Gimli. Alors, autant je peux comprendre qu'on n'ait pas affaire au Punisher Max, donc la meilleure série de comics qui existe sur le personnage, simplement parce qu'elle se passe dans un univers où il n'y a pas de super-héros, mais même dans l'univers Marvel Comics régulier, le 616, eh bien le Punisher, ça reste un fin stratège. C'est pas ce bourrin qu'on nous représente ici.
Bon, c'est comme ça, hein, il planifie ses missions. Hein. Je suis d'autant plus inquiet quand même que malgré la scène hein, où il tue des flics corrompus tout en leur disant hein, que ce sont des clowns, et on peut féliciter quand même Disney Plus d'avoir eu les couilles de faire ce genre de scène, eh bien quand j'entends John Bernthal dire en interview qu'il prépare son spécial du Punisher, qu'il a préparé sa version du Punisher avec des policiers, avec des gens de l'armée, quand il déclare qu'il connaît des braves gens, des braves et des valeureux guerriers qui ont porté en mission le logo du Punisher sur leur armure, eh bien il n'a pas compris. Et c'est d'autant plus dommage que ça pourrait être vraiment celui qui incarne la meilleure version du personnage. Donc c'est très très frustrant. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce long et laborieux accouchement du Diable Rouge et du Diable Blanc dans les commentaires. En couleur. Mais quelle semaine pour le cinéma les amis, une semaine en rouge on vient de le voir, mais aussi une semaine en bleu, une semaine en rouge et bleu avec un brin de jaune, avec aussi du vert bien métallisé. Ces derniers jours ont été une leçon de communication marketing pour les films adaptés de nos comic books favoris. On a eu Marvel qui a réinventé un jeu de chaises encore plus chiant que celui des chaises musicales au mariage de ton oncle, mais exactement comme au mariage de ton oncle, là, tout le monde a regardé poliment alors qu'il y avait zéro alcool et zéro chance de voir ta tante et la demoiselle d'honneur à en venir aux mains parce qu'elle se dispute la dernière chaise après la fin de la musique. Record absolu pour l'événement qui a dévoilé une partie du casting de Avengers Doomsday en live, une liste qui s'affiche à l'écran, je ne vais pas vous la refaire, 275 millions de vues sur 5 heures de direct, 3,1 millions d'impressions sur les réseaux sociaux, 55 top tendances sur X, le seul truc qui aurait pu plus casser internet, c'est un live de Tupac, Michael Jackson, Hitler et Jésus en train de faire un comparatif dégustation de Mojito à Cuba. Ce qu'on a appris, c'est que c'est le film qui fera encore une fois revenir l'univers de la Fox pour peut-être encore une fois lui faire des adieux jusqu'à la prochaine fois qu'on le fasse revenir pour lui refaire des adieux. Et le truc qui m'aurait quand même fait beaucoup rire, c'est si les acteurs avaient dû être présents sur les chaises et qui venaient s'asseoir à chaque fois. 5 heures de live, il aurait fallu les percer, les chaises évidemment. Le truc qui n'a pas fait rire grand monde, c'est que une grande partie du casting des Thunderbolts a été annoncée pour le film et peut-être qu'ils auraient pu faire partie de la seconde salve d'annonce puisqu'il y en aura forcément une autre, pas tous les acteurs ont été annoncés pour éviter de spoiler le film comme ça juste quelques semaines avant sa sortie. Je peux comprendre les gens que ça embête. La mort, ça a toujours été quand même un enjeu narratif suprême dans les films et dans les séries, ce qui y a peut-être de plus direct pour toucher le cœur des spectateurs, et en même temps ce qu'il y a aussi de mieux pour lui faire appréhender la chose, notamment pour les enfants dans les dessins animés. Et donc on oublie parfois qu'il peut exister d'autres enjeux, d'autres ressorts narratifs que la mort, comme par exemple le changement, qui est tout simplement peut-être une mort un petit peu plus petite à la mort d'une ou de plusieurs habitudes en nous ou chez les autres. Bon, sauf si apparemment vous vouliez tous voir ces Thunderbolts de seconde zone vulgairement crevés à l'écran, bande de sadiques, je vous laisse me dire d'ailleurs dans les commentaires. Niveau promo, justement, les Thunderbolts se la jouent ultra classique, très propre, avec l'ultime bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours, qui est pleine de rédemption. C'est la thématique du moment chez Marvel, entre le Caïd qui a essayé de nous faire croire à ça, le Hulk rouge qui lui, pour moi, j'y crois. On a bientôt peut-être les Balkany dans Old Avengers Doomsday. Et on a aussi eu droit à un tour qui a été clairement appris au Tom Cruise Institute of Marketing, puisqu'on nous dit que Florence Pugh s'est imposée devant Kevin Feige pour réaliser cette cascade dangereuse elle-même, qui, ça c'est du poppers pour les journalistes médias, elle a sauté du second plus grand gratte-ciel du monde, le Merdeka 118, ça ressemble clairement au nom générique de la molécule de l'imodium, 678,9 mètres. Marvel voulait pas le laisser sauter évidemment, elle a dit mais si, ça va être bien pour la promo. Bon, ça lui a demandé apparemment tellement d'efforts mentaux qu'elle est allée dormir pendant 3 heures juste après, déconnectée. En tout cas, ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle n'a pas peur du void. Mais ils peuvent tous se rhabiller derrière l'horlogerie suisse de la promo des 4 Fantastiques, qui est quasi parfaite, parfaitement, compulsivement, autistiquement obsessionnelle. C'est orienté famille depuis le premier aperçu, le dessin qu'on nous avait montré pour la Saint-Valentin, jusqu'à la bande-annonce qui présente une des traditions familiales, celle des dîners à 19h tapantes tous les dimanches, une scène qui est tweetée par le compte officiel des 4 Fantastiques tous les dimanches à 7h pile, sauf il y a 2 semaines où ils ont eu 44 minutes de retard pour poster un plan de 4 secondes en 4 plans de Johnny qui reproche à Suzanne et à Reed Richards d'être en retard. Et puis là on a enfin eu la toute première bande-annonce quasi parfaite dans son mélange donc de science-fiction, de rétrofuturisme, de réalisme qui sont à la fois nécessaires pour adapter ce comic book
complètement iconique hein, et adapter l'humanité de cette première famille de chez Marvel, hein, même 5 fantastiques, puisqu'apparemment un petit Franklin est en route, sauf s'ils nous font le coup des jumeaux, 6 fantastiques d'un coup. On est en passe de battre des records avec ce film très clairement, notamment le record du film où on entend le plus de fois le mot famille, un record qui est en ce moment détenu par toute l'entièreté de la saga Fast and Furious. Hein, et alors fallait qu'il y ait un karma, hein, le Ben Grimm étant beaucoup trop parfait, hein, Jack Kirby doit fumer son meilleur cigare en le regardant de là-haut, hein, sa créature, la chose, et bien il fallait bien qu'il y ait un sacrifice, et ce sacrifice, hein, c'est clairement la Silver Surfer qui ressemble peut-être à la toute première Tomb Raider qu'on aurait emballé dans du papier alu, et quel que soit son genre, on s'en fout, hein, même d'ailleurs si elle n'existait pas, le personnage dans les comics, hein, puisque les films et les séries ont le droit d'innover, hein, sinon on n'aurait jamais eu Harley Quinn par exemple, hein, là. Il y a vraiment un vrai problème sur la texture et l'apparence de ce personnage, et j'espère que ça sera peut-être corrigé un petit peu à la Sonic. Alors de l'autre côté, on a James Gunn qui, lui, tente une approche complètement différente. Lui nous fait rentrer dans les coulisses, hein, comme des gros voyeurs, avec à la fois des photos du plateau de tournage, de multiples bandes annonces, des courts extraits humoristiques, hein, notamment certains qui montrent la sublime forteresse de solitude, hein, tout en confirmant que son Superman va embrasser, hein, pour ceux qui en doutaient encore, hein, tout ce qu'il y a de plus kitsch dans les comics de l'âge d'or, de l'âge d'argent, avec ces robots, hein, les esclaves, hein, qui seront doublés par Alan Tudyk. Hein. Moi je me demande surtout qui a pu mettre Superman dans un tel état. Est-ce que c'est juste qu'il est allé passer un petit week-end hein, dans le Finistère où le soleil est relatif, hein, comme la décence des 3-4 soi-disant fans de Zack Snyder qui ont appelé au boycott du futur film, hein, et surtout la décence des dizaines et des dizaines de chats JPGistes hein, qui en ont fait des gros titres comme c'était un phénomène. Hein, les extraits des coulisses de ce Superman hein, qu'on a eu pour le Superman Day vendredi dernier nous offrent quelques postures magnifiques pour Clark Kent, pour Superman, pour Kal-El, du bon métamorpho, du Lex Luthor avec une créature toute blanche, mystérieuse qui devrait vraiment nous intéresser, hein, qui pourrait être soit un Hollandais au premier jour de ses vacances hein, sur la côte d'Azur, hein, soit un White Martian, attention, un soit Gore hein, qui veut tenter sa chance dans le DCU parce qu'il est un petit peu déçu, comme tout le monde, Gore, comme tout le monde. En tout cas, que ce soit les 4 Fantastiques ou Superman, eh bien l'été sera placé sous le signe des titans super-héroïques. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ressenti un tel engouement hein, pour le genre, donc on ne peut être qu'heureux, et je vous laisse me dire hein, ce que vous avez pensé de tous ces films et de toutes ces annonces dans les commentaires. Et les comics, et dans le reste de l'actu comics, la source, je ne pensais pas avoir pire transmission de MST que le catalogue de celle de mon beau-frère, et on dirait que Marvel sait faire mieux, puisque Peter Parker a transmis rien de moins qu'un symbiote extraterrestre à Mary Jane Watson qui devient officiellement la toute nouvelle Venom. Mais bon, Marvel, quitte à la contaminer comme ça, hein, laissez-les au moins se marier, être ensemble, enfin je sais pas, faites quelque chose. C'est quoi la prochaine étape? Elle va avoir le virus ChatGPT du Starter Pack. Quelques grands retours cette semaine, et je parle pas de celui de Michel Drucker hein, qui revient en prime time à la télévision, qui sera probablement annoncé hein, dans la seconde salve du casting d'Avengers Doomsday. Ah non, je parle de Grant Morrison, le scénariste qui revient écrire du Batman, et quand on sait ce que Morrison a déjà fait sur le personnage, c'est très excitant, hein. Je parle de Chris Claremont aussi, qui revient combler le trou entre la mini-série X-Men, Kitty Pryde and Wolverine, qui raconte un petit peu les origines de Kitty Pryde et sa relation avec Wolverine, et le retour des 2 mutants dans l'équipe des X-Men, dans le Uncanny X-Men numéro 192. Hein, et bien là, on va avoir droit à un petit peu ce qui s'est passé entre les deux. Hein, et après quelques one-shots, John Michael Straczynski, lui, serait en train de bosser sur une nouvelle série régulière dans l'univers Marvel. Hein, les fans de son run sur Captain America, sur Spider-Man, sur Thor ou sur les 4 Fantastiques doivent être tout excités, surtout qu'il dit que ça risque de beaucoup faire parler. Et puis le dernier retour, c'est pas vraiment un retour puisque lui il a toujours été là hein, spirituellement. Hein. Mike Mignola va co-signer 2 nouvelles séries de Hellboy, hein, une histoire avec de l'ancien Gros Rouge avec le BPRD, par l'artiste donc Giuseppe Manunta, et puis la suite de Hellboy in Love, avec coécrit par Christopher Golden et dessiné par Alex Nieto. Hein, bon, le gala des damnés, vous le savez, hein, c'était la bonne époque de l'ère krakoane, hein, c'était l'un des temps forts, une grande cérémonie pour à la fois faire une démonstration de puissance mutante, un hommage à la culture mutante, le théâtre de tout plein d'enjeux dramatiques, de tragédies, de trahisons. Les X-Men là vont se réunir pour faire une sorte de veillée hein, afin de se souvenir de cette époque et de raviver l'espoir pour le futur. Ça serait bien parce que cette nouvelle ère,
Je vous avoue qu'elle me plaît un petit peu moins que l'ère Krakoan. Hein. Que ce soit dans les films ou dans les comics, Marvel peut se chausser au rayon grande taille, hein, puisqu'après avoir le gros pied de Galactus en marche rapide dans New York City, on va avoir droit au kaiju Godzilla qui va venir, soi-disant, détruire l'univers Marvel dans une mini-série qui est issue de la collaboration entre l'éditeur américain Marvel Comics et les japonais de Toho International. Là, et puis enfin chez DC, on a un nouvel âge d'or un petit peu qui s'annonce, c'est très excitant ce qui se passe chez DC en ce moment avec tous les titres absolus qui réinventent la continuité. Après Batman qui a tellement bien marché que ça a été prolongé, c'est au tour de la série absolue Martian Manhunter qui sera convertie en maxi-série de 12 numéros au moins, hein, pendant que Matt Fraction lui s'apprête à révolutionner Batman avec un nouveau numéro 1. Il a déjà écrit 9 chapitres de la série qui commencera en septembre prochain. Ils veulent être sûrs qu'il n'y ait pas de retard, c'est trop bien un titre où apparemment oui il fera nuit, oui on aura du Gotham City, mais il cessera de pleuvoir à Gotham City. Ça le saoule, lui, l'imagerie de Batman qui enquête sous la pluie. Donc ça, c'est très bien. Ali Wing remplacera Tom Taylor sur le chapitre annuel de la série Detective Comics avec un pitch très alléchant. Un Batman va se retrouver face à un milliardaire assassiné, une inscription écrite avec son propre sang, enfin avec du sang en tout cas. Un Batman ne résout pas mon meurtre, hein. Pour n'importe quel feignant, ça c'est un départ en week-end anticipé, mais Batman forcément lui, il va mener l'enquête, et en plus c'est une enquête qui va le mener en Angleterre, donc c'est quand même super dépaysant. Lisez, hein, Urban l'a enfin annoncé pour septembre prochain. J'ai le plaisir de traduire le futur comics à 4 mains de Daniel Warren Johnson et de Riley Rossmo, The Moon is Following Us, la lune nous accompagne. Hein, c'est l'histoire d'une enfant piégée dans son sommeil et de parents qui sont prêts à tout faire pour aller la chercher où qu'elle se trouve. Si vous avez aimé Murder Falcon, si vous avez aimé Do a Powerbomb, hein, je pense que vous aimerez, hein, même si vous avez aimé les productions des Big Two de Daniel Warren Johnson, vous le retrouverez, hein, en essence dans ce comics qui est dessiné à 4 mains. Et donc ça c'est excellent. J'attends de découvrir et de traduire le dernier chapitre, le chapitre 10, hein, pour le savourer. On en reparlera. Et puis ces derniers temps, je suis tellement frustré par le Punisher que j'ai relu juste comme ça un petit peu du Punisher Max. Au début c'était Born, après j'ai fait le Get Fury qui est sorti il n'y a pas longtemps en français. Et puis bon, j'ai tout recommencé, là j'en suis à l'arc des faiseurs de veuves en passant, hein, par tous les chapitres annexes. Quel plaisir, hein, c'est écrit au scalpel, il y a des pages d'intro, des pages d'outro qui vous foutent les frissons. Hein, c'est vraiment, enfin Garcenis c'est le patron sur le Punisher et j'aurais aimé que ce soit lui qui coécrive le Punisher Special, mais ça aurait peut-être pas pu passer sur Disney, quoique, hein, ils peuvent nous impressionner. Hein. J'ai lu aussi Des lendemains qui hurlent, hein, c'est un numéro hors série, hein, qui célèbre Métal Hurlant chez les humanoïdes associés, donc avec plein d'interviews et notamment celle ici de Monsieur Sylvain Repos, donc c'est super. Et puis en plus vous avez un immense poster quand vous dépliez tout ça, ou alors hein, ça pour Snoop Dogg c'est ce qu'on appelle une feuille à rouler. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez, hein, dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, merci à ceux qui partagent, hein, sur Facebook, qui tweetent, qui retweetent, qui m'incorporent dans des stories Instagram, sur Threads aussi, sur Discord. Merci beaucoup à tous ceux qui font vivre le Discord alors que je l'ai complètement déserté, hein. Je pense à vous, hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Vous me laissez vos petits messages notamment pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 468 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain JT. Activez la cloche, c'est peut-être le moyen le plus efficace pour savoir quand est-ce qu'il sortira. En ce moment, les rythmes de sortie sont un petit peu chaotiques, mais on est présent. Je vous fais d'énormes bisous. Rendez-vous très vite pour des nouvelles toutes fraîches. Rares images de Charles Xavier qui essaye de lire les pensées de toute une foule venue pour le voir. Hein. Ils pensent tous, absolument tous, que ça reste un bien meilleur design que la Silver Surfer du MCU. Hein. Et paix à son âme, c'est